Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 3. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Depuis ses débuts dans la musique et plus particulièrement dans le rap, le petit artiste local a bien grandi. Une plume engagée, satirique, mélancolique et sensible qui fait de lui l'un des artistes les plus suivis sur la scène normande et havraise. Rares sont ses projets dans lesquels il ne parle pas de cette ville qu'il aime tant, parfois avec humour, parfois avec dérision, mais toujours avec amour. Il fut un temps def, la touche 3 de ton téléphone, mais un petit changement a dû s'opérer ces dernières années avec l'apparition des smartphones tactiles. Depuis notre rencontre il y a plus d'une quinzaine d'années, le vent a soufflé, mais pas de quoi le faire trembler, vous l'aurez compris. Mon invité est le rappeur Francis. Salut Francis. Salut. Tout va bien dans cette intro, pas de fausses notes, d'abord pour commencer? Non, très bien, très bien, je trouvais ça très joliment dit. Eh ben c'est gentil. Pour préciser un peu ce qu'on entend là derrière le tapis sonore musical, c'est ta prod Exactement, ouais. 2044 que tu m'as gentiment confié pour ce podcast, merci. Ben, je t'en prie, ça me paraissait logique, et puis je trouvais que ça faisait très générique de podcast finalement. Effectivement, quand je t'ai demandé à l'époque de me filer une de tes prods, c'est vraiment celle à laquelle je pensais, c'est celle que tu m'as gentiment proposée. Donc merci beaucoup en tout cas Francis pour cette prod. Je parlais de toi forcément en intro. Prod faite par FD, par mon grand frère. Ton frère, ouais. Bon, on va parler forcément du travail familial dans ce podcast. Mon Francis, je parlais de toi, je parlais du petit artiste local, c'est un peu comme ça c'est comme ça qu'on m'appelle. Qu'on t'appelle, qu'on t'appelait, j'ai envie de te dire plutôt non, parce qu'aujourd'hui, t'es plus grand. Oui, voilà, mais après, c'est aussi le nom de mon premier album qui a eu 10 ans cette année. C'était sorti en décembre 2012. Donc oui, et puis ça fait partie des petits sobriquets qu'ont les artistes hip-hop, tu vois. C'est assez vieille école, quoi. Mais d'avoir plein de surnoms, plein de trucs, c'est drôle. Mais en tout cas, je m'identifie bien avec ce truc de petit artiste local. Je trouve ça cool. Effectivement, nom d'un projet que tu as fait il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Et le petit artiste local, qu'est-ce qu'il est devenu depuis ces 10 ans? Bah, en 10 ans, il se passe plein de trucs, hein, tu sais. C'est assez marrant. Tu fais pas mal de choses. Moi, j'ai continué à bosser pour vivre de ma musique, en fait. Donc, ça a été de passer par plein d'étapes, plein de trucs, beaucoup de boulot. C'est des rencontres, c'est des choix, je saurais même pas par où commencer, quoi. Si tu veux qu'on chronologiquement on avance sur le... Non mais t'inquiète, on va revenir forcément sur tout ça. On va aussi parler de ton actu. Moi, si je t'ai appelé pour venir là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de toi forcément, mais pour parler de ce lien que tu as avec ta ville natale. Avec le Havre, t'es havrais, tu t'en caches pas. Je pense que dans tous tes projets ou dans la majorité de tes projets, tu parles de cette ville. Quelle place a cette ville du Havre dans ton art, dans ta musique? Bah, ça a vachement été central en fait. Ça a vraiment été quelque chose. Alors, je sais pas si c'est propre au rap ou en tout cas un rap d'une certaine génération, mais en fait, il y avait quelque chose. Il y avait une appartenance. Tu venais d'un endroit, quoi. Et généralement, on vient d'un quartier, on représente son quartier ou son département ou son truc. Ça a toujours été un petit peu comme ça. Et moi, je suis un enfant de la ville, quoi. Je suis un enfant de cette ville du Havre, que ce soit dans les quartiers nord ou à la plage ou en centre-ville, quartier sud, partout, à la forêt, sur le port, partout. Et
Et ça a été c'est quelque chose qui m'a toujours très choqué, l'histoire en fait du Havre, ce côté ville bombardée, reconstruite. Justement, j'ai lu quelque part que tu t'identifiais à cette ville, justement, cette ville un peu martyr, quoi. J'ai envie de dire. Complètement. Ouais, j'ai lu quelque part que tu lui ressemblais à cette ville, et en quoi tu lui ressembles? Bah parce que elle est en développement constante en fait, elle évolue tout comme j'évolue aussi, et c'est d'ailleurs 2044 qui est le morceau du générique, c'est justement une projection sur un futur bombardement de la ville du Havre en 2044. Voilà, 100 ans après. 100 ans après c'est le septembre 44. Parce que si tu regardes un petit peu, si tu étudies un petit peu le Havre, et depuis sa construction, ou depuis en tout cas le début du projet quoi, de François Ier, ça a été détruit plusieurs fois. C'est presque séculaire en fait, quasiment tous les siècles. Il y a un gros changement dans cette ville, que ce soit par des incendies ou un bombardement comme on a eu la dernière fois. Donc en fait c'était une sorte de projection, de se dire que c'est une ville qui est tout le temps un peu comme un phénix, tu vois, qu'on brûle, qui renaît de ses cendres, et ainsi de suite quoi. Et puis, on en parlait en off là, avant de commencer. Il y a un livre derrière moi de François Ier. Tu me disais que tu en avais pas mal d'autres à la maison. Ouais. C'est une culture que tu entretiens. Ah oui, c'est une passion. Puis je pense qu'en plus, je dois faire partie peut-être de cette dernière génération à s'y intéresser vraiment. Moi, mes grands-parents ont connu l'ancien Havre. Ont connu le bombardement. Mon père est plus ou moins né dans la forêt de Montjon, dans les baraquements américains que l'armée américaine avait laissés. Les différents camps qu'il y avait au Havre, le camp Philippe Maurice, le camp Lucky Strike, qui sont des anciennes bases militaires qui ont été laissées par les Américains à la fin de la guerre. Et les Havrais survivants, qui avaient une ville totalement détruite, ont dû faire un peu du camping, quoi, clairement. Ouais, quoi, tu vois, pendant plusieurs années en attendant que... Ça a pris énormément de temps en attendant qu'Auguste Perret s'occupe de faire toute cette architecture et ce plan de reconstruction gigantesque, quoi. En revenant un peu à la musique, toi ça fait plus d'une quinzaine d'années, si je me trompe pas. Oui, facilement. Ouais. Que tu es dans la musique. Moi j'ai la chance de te suivre depuis tes débuts, c'est pour ça qu'il y a une petite référence à une de tes premières musiques que tu as sorties dans l'intro, Le vent a soufflé. Exactement, ouais. Que d'ailleurs j'ai galéré à retrouver et que j'ai pas retrouvé du tout sur internet. Elle est volontairement effacée ou Non, mais je pense qu'elle doit être sur un MySpace éventuellement. J'ai cherché, alors tu me diras, j'ai cherché Def au mic, tous les trucs possibles et inimaginables pour essayer de retrouver cette chanson que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Bah, c'était une de mes premières chansons. Ouais. C'était une de mes premières que j'ai un peu mis en ligne, tu vois. Ouais. Parce que c'était vraiment le début d'Internet, clairement. On était en tout cas pas d'Internet tel qu'on l'entend, mais le début un peu des réseaux ou des blogs ou des choses que les gens puissent visiter. MySpace c'était clairement fait pour ça, quoi. C'était c'est pour ça, le partage de sons. Et tu te rappelles des retours que tu as vus à l'époque sur Le vent a soufflé? Bah carrément, ouais. Je me rappelle, c'était quand même il y avait quand même une certaine écriture, une identité, quoi, qui était naissante chez moi dans la manière de m'exprimer, enfin en tout cas de faire du rap. Et c'est un moment. Bah en fait c'est parce que je pense que dès le départ j'ai jamais eu de pudeur en fait dans mon écriture. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu ce qui a pu surprendre sur le début, parce que j'ai vraiment été je dis vraiment ce que je pense sans me dire tiens on va penser ça si je le dis. Que c'est peut-être ce décrocher, quoi, qui a eu cet effet là, quoi. Bon, en tout cas j'essaierai de retrouver moi aussi il faut que je cherche, peut-être que je pourrais la retrouver sur un notebook, tu sais, je dois avoir un vieux PC qui traîne quelque part, vieux disque dur, un vieux disque dur, peut-être une clé USB peut-être. On a, comme je disais, je te connais depuis assez longtemps maintenant. J'ai pu observer de près ou de loin ton évolution jusqu'à aujourd'hui. Toi, t'as jamais quitté Le Havre? Non. T'es toujours resté ici. Ouais. Est-ce que tu t'es dit à un moment, si je veux réussir dans le rap, il faudrait peut-être que
j'aille à Rouen où il y a peut-être un peu plus de studios, à Paris idéalement. Est-ce que je peux réussir ici ou alors il faut que je me casse? Bah, je me suis toujours, enfin oui, on sait que je pense que c'est un petit peu le parcours type, un petit peu quand t'es de province, comme disent les gens de Paris, de monter à la capitale pour éventuellement passer une étape supérieure, que ce soit dans n'importe quel milieu en fait, tu vois. Artistique, c'est un peu là-bas que tu vas avoir tous les contacts, quoi, tu vois. Les gens de maison de disques, tout quoi. Tout se passe là-bas, c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai fini par faire un petit peu par procuration via le label, quand j'étais chez Dean Records, chez Mind, où là j'ai été plus sur Paris, où j'ai vu un petit peu cette manière de fonctionner, parce que c'est toute une manière de faire, et c'est un petit peu partout pareil en fait. Tu te rends compte que tu rentres dans une généralité de manière de bosser, les mentalités sont différentes, etc. Donc j'ai eu cette expérience là, et je trouvais que ça ne m'a pas artistiquement, ça ne m'a rien apporté de bien, à part éventuellement édulcorer un petit peu ce que j'avais créé. Qu'est-ce qui te dérangeait dans cette façon de faire, peut-être un peu industrielle? Bah c'est pas ça, mais en fait t'arrives dans un moment où il faut un peu plaire à tout le monde. Et c'est peut-être pas du tout le but que j'avais quand j'ai commencé à faire de la musique. C'était pas du tout ça. Si je pouvais choquer un maximum de gens, j'étais plus content que de les satisfaire. Donc et puis le Havre, c'est vrai que je me suis toujours dit que de toute façon je suis pas loin de Paris, quoi. Si à un moment quelqu'un me téléphone, 3 heures plus tard je suis là-bas, quoi. Vraiment, je suis à la porte du rendez-vous qu'on m'a donné, j'y suis 3 heures après, quoi. Et puis c'est le fait de partir à Paris, c'était peut-être vrai il y a 10-20 ans. Ouais. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, des réseaux, on voit de plus en plus d'artistes provinciaux, entre guillemets, qui restent chez eux. Je me souviens du documentaire sur Orelsan, qui lui est parti à Paris, et qui finalement finit par revenir chez lui à Caen, quoi. Bah ouais, non mais je pense que c'est normal, puis on a tous... je pense que c'est très important de garder en fait cette genèse, son identité vraiment de base quand on fait de l'art, quoi. Parce que moi, le Havre, ça m'inspire beaucoup en fait par rapport à sa géolocalisation, à comment elle est, à ses gens, à tout, quoi. J'aime beaucoup je trouve qu'il y a une ambiance, quoi. Il y a une vibration en fait qui est là, que tu perds quand tu arrives sur Paris. Et qu'importe de quelle ville on vient, quoi. Ben on le disait, de toute façon, si c'est une source d'inspiration depuis le début, autant que ça reste comme exactement, ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait justement du Havre un bon terreau pour ton inspiration? Bah, c'est une ville, c'est dur, un petit peu. Alors ça l'est moins, hein, parce que ça évolue beaucoup. Mais j'ai toujours trouvé ça c'est très rude. Je sais pas si c'est le côté marin ou je sais pas, mais les gens sont gentils, mais il y a une petite croûte qu'il faut casser. Tout le monde est un peu sur la défensive ici, quoi. Faut faire gaffe. Ah ouais? Moi, je sais qu'en 15 ans de musique, j'ai beaucoup voyagé dans d'autres villes. Ouais. Tu rencontres plein de gens, des nouveaux. Enfin, tu vois, tu rencontres les gens de la ville dans lesquels tu fais les concerts, tout. Et à chaque fois que j'arrivais dans une autre ville, je me dis putain, les gens sont super cool ici. Ah putain, mais en fait, les gens sont super cool. En fait, les gens sont super cool partout. Ouais, sauf chez je me dis, peut-être au Havre, après, quand je reviens, je dis, ah, c'est Havrais, ils sont un peu plus. Le Havrais est un peu fermé? Le Havrais est un peu. Est très gentil, de ouf. Les gens qui viennent au Havre, on passe ce sentiment-là, se dit, putain, ouais, c'est super cool, les gens, machin. Mais c'est entre nous, je pense, tu vois, sans qu'il y ait un petit... Même le public, tu vois, quand tu fais des concerts au Havre, est particulier, ouais. le public a pas trop envie de te montrer qu'il s'ambiance. Il a passé une super soirée, il va te dire que c'était chambé, mais tu l'as pas vu bouger, il a pas répété quand tu lui as demandé de répéter des refrains. Et tu vois, moi j'ai une autre analyse sur le sujet, étant donné que j'ai quand même vécu pas mal ailleurs. Et finalement, c'est justement en bougeant que je me rends compte finalement que le Havrais est ouvert. J'ai vécu quelques années dans le sud, si tu veux. Je suis arrivé, j'avais pas de potes. Et donc mon réflexe, c'était un peu d'aller dans les bars et d'essayer de me trouver des copains de comptoir. Ouais.
Ce qui a jamais pu arriver dans le sud, ni à Paris. Par contre, ici, tu sais très bien qu'il y a un cum qui est tout seul au bar. Il y a de grandes chances qu'il finisse pas la soirée tout seul. Exactement. Ah ouais, non, c'est sûr, carrément, ouais. Voilà. Et ça, c'est un peu J'ai fait des soirées à Lille, pareil, où les gens sont accueillants, chaleureux, etc. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence quand même nord-sud. Et ce qui fait aussi que chez nous, on a eu pendant des années une très mauvaise image, et que je pense qu'on est très très content, tu vois, de voir des étrangers. Des étrangers, je parle des gens qui sont pas forcément du Havre. Hein. Ouais, c'est ça. Et en témoin notre dernière soirée qu'on a fait ensemble ici. Oula, est-ce que je m'en rappelle? Si, tu t'en souviens très bien, on revenait du stade. Oui, c'est vrai. Vous avez croisé deux gars qui venaient des on a Pays-Bas. Des Hollandais, ouais, oui, on a passé une super soirée, carrément. C'était cool, on a passé toute la soirée avec eux d'ailleurs. Ouais. Voilà, on a passé toute la soirée avec eux, c'était super. Alexander, c'est ça. Il y avait, je me souviens plus de leur prénom. Alexander et Jürgen. Ah bon? J'ai leur numéro, non, mais je me rappelle, c'est super cool les mecs. Voilà, et cette soirée, elle est un peu symptomatique de ce qui se passe. Moi, je suis tellement content de voir des gens qui sont curieux de venir découvrir notre ville, que du coup, j'ai envie de passer la soirée avec eux et de leur raconter. Puis de leur montrer quoi. Ouais, voilà, de leur montrer tout ce qui se passe de bien ici. Donc moi, c'est un truc qui m'énerve moi, quand on critique le Havre gratuitement comme ça, ou les gens qui n'y sont jamais venus, ou qu'on a juste entendu parler, ou qu'on a juste eu une image, quoi, tu vois, ou quelque chose. Ça me j'ai envie de dire, viens voir en fait. Viens voir comme c'est vraiment stylé, tu vois. C'est peut-être pour ça, moi, que tu vois, je suis devenu. On me reproche souvent, mes potes me reprochent souvent d'être devenu un peu trop. Chauvin. Un peu trop chauvin, un peu trop ambassadeur. Tu vois, je te disais, chez moi, c'est un peu l'ambassade du Havre en région parisienne. Il y a des tableaux un peu ici, à droite, à gauche. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui a fait que je suis devenu comme ça, tu vois? Qu'est-ce qui a fait que je m'emporte à chaque fois qu'on critique ma ville? Qu'est-ce qui fait que je suis devenu autant chauvin? Je sais pas, je pense qu'il y a comme en fait, Le Havre, c'est une grande ville, mais à échelle humaine, tu vois. C'est pas non plus une petite ville, c'est quand même une grande ville sans être une grosse ville. En fait, je trouve que c'est un peu comme un grand village, tu vois, vraiment sur un très grand village, une petite ville. Et c'est, je pense qu'il y a un côté familial en fait. Il y a un truc où on a envie de défendre notre truc. Moi, j'aime bien dire qu'au Havre, on y vient, on n'y passe pas en fait. En fait, tu passes pas par le Havre. Ouais. T'es obligé d'y aller, tu vois. Ça fait partie des comme une ville comme Brest, tu vois. Ouais. Les villes du bout du monde. Ouais, voilà, des villes qui sont des frontières comme ça, comme la mer ou la montagne ou des trucs comme ça, ou des trucs t'es obligé d'y aller. Donc en fait, le Havre, on passe pas par chez nous, on y va en fait. Donc en fait, à chaque fois, c'est une décision. On a un terminus de gare. C'est quelque chose. C'est une destination finale en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça quoi. Et donc du coup, quand des gens font l'effort d'arriver jusque là, ça fait toujours plaisir quoi. Et tu parlais aussi des critiques. On est de la même génération. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené en vacances en France un peu partout, et l'image était terrible. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a renforcé mon sentiment d'appartenance. C'est d'entendre ces critiques partout où je passais, de jeunes de mon âge à l'époque, quand j'étais dans les campings avec mes parents, qui effectivement n'avaient jamais foutu les pieds chez nous et disaient que c'était terrible. Et mes parents, moi, m'ont emmené dans plein de villes, dans le nord, dans le sud, en Bretagne, à l'est. Et à chaque fois que j'arrivais quelque part, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on nous reproche quoi? On a envie de te plaindre, tu sais, c'est ça, on a de la peine pour toi après. Tu viens du Havre? Oh merde, puis ça va? C'est limite ça, complètement. Pour en revenir à la musique, mon cher Francis, la musique quand même au Havre, c'est quelque chose d'important. Historiquement, une ville rock'n'roll. Voilà, la génération de nos parents qui ont vu certainement des grands groupes, notamment à la salle Franklin, qui était une des salles rock de l'époque. Aujourd'hui, comme partout, le rap, le hip-hop a un peu remplacé le rock'n'roll. Quelle est la place de la musique en général au Havre et la place du rap pour toi? Ça a toujours été une ville avec une identité musicale plus qu'autre chose, je trouve, tu vois. C'est-à-dire que même justement dans le rap, il y a vraiment il y a un rap havrais quoi. Tu vois, il y a une sorte de mélancolie, il y a un truc fort en fait, tu vois. Les artistes du Havre
y a une puissance, quoi, tu vois. À qui tu penses Je pense à tous les rappeurs que j'ai croisés depuis le départ, que ce soit des mecs comme Zikler avec qui j'ai démarré, comme CRS, les gars vraiment de la rue, de chacun de leur quartier, quand on se réunissait, c'était grave. Tu vois, moi j'utilise toujours ce terme-là quand je parle de la musique. J'aime dire que le rap, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de grave. Parce que c'est à manipuler avec précaution. Voilà, c'est ça. Faut le faire avec gravité, parce que c'est pas forcément drôle, tu vois. Ça a jamais été quelque chose de très très drôle. Après oui, il y a toujours tous les artistes de la Boussole, tu vois, qui ont été un petit peu tous les artistes du Mont-Gaillard et de la Marouche, tout ça là, des gens des quartiers nord, dont Médine est un peu le fer de lance un peu de toute cette génération là. Et tout le monde a fait ça avec passion et avec beaucoup de gravité. Et que ce soit même dans les groupes de rock qu'on peut voir ou les trucs comme ça, il y a toujours c'est un peu plus dur que en fait on n'est pas là pour rigoler, quoi, tu vois. Il y a vraiment, c'est sérieux, c'est fait avec beaucoup de gravité. On a une image un peu du rap d'un univers hyper compétitif. Étant donné que il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui en France, est-ce qu'au Havre c'est le cas ou c'est plutôt quelque chose de solidaire? La musique en général, je trouve, c'est un peu, en tout cas dans le rap, c'est un peu chacun chez soi, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement difficile d'obtenir quelque chose, d'arriver à s'implanter quelque part, d'arriver à faire son réseau, d'arriver à faire son truc, que les gens ont du mal à tendre la main quand même et à dire viens. Tu sais, on a un peu, il y a un petit peu ce truc de se dire non, tu vas galérer comme j'ai galéré, tu vois. Il y a pas moyen que toi je t'ouvre toutes les portes comme ça. Non, tu vas manger ton pain noir d'abord, tu vois. Tu vas bien, faut que t'en chies. Et peut-être qu'après, si t'en as autant chié que moi, là on peut être des copains, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment un petit peu ça. Il y a un petit peu, même dans les structures, dans les trucs d'accompagnement, tu vois. On ne dit pas, on t'accueille pas forcément avec plaisir. On essaye de regarder, tu vois, est-ce que t'as galéré, ça fait combien de temps? Les gens sont là, bon, parce que moi ça fait 20 ans que je fais ça, tu comprends. Enfin, je trouve c'est pas facile en fait, non, ça l'est pas, même pas du localement. Tout. Même localement, ouais. Ouais, ça a toujours, on sent qu'il y a ce petit. C'est pas si fluide que ça, quoi. Comment tu juges le niveau des artistes à vrai, des rappeurs à vrai? Est-ce que ici il y a un bon level? Ouais, carrément. Ouais, c'est assez reconnu, hein. Et c'est même pas, enfin, comme je te disais, une question de level. C'est un peu difficile, quoi, de me demander de répondre à cette question-là. Oui, c'est subjectif. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est plus, en tout cas, il y a une identité. Tu vois, il y a vraiment, il y a une manière de faire, il y a une recette qui fait que, c'est pour ça tu peux reconnaître, comme tu peux reconnaître du rap marseillais ou du rap de Paris. Tu vois, un petit peu ce rap du 18e, un peu là, les copains de Necfeu, tout ça. Tu vois, il y a tout est un peu fait dans le même moule, quoi. Tu vois, il y a une ambiance un peu générale. Et il y a la même, comme il peut y avoir aussi avec le rap marseillais, tu vois, un petit peu plus dansant. Il y a une recette comme les gens de Lyon, ou tu vois, il y a toutes les grandes villes comme ça qui ont des identités. Ce serait quoi la recette du rap à vrai? Le rap à vrai, ça te laisse quelques gravés dans la bouche, quoi, tu vois. Tu sens que tu t'es pris un peu, tu vois, galet dans la gueule. T'as pris un bon galet dans la gueule, quoi. Ouais. C'est ça, il y a une gravité en fait, tu vois, il y a un côté béton, il y a un côté béton mouillé, quoi, tu vois. Ouais. Et ça ressemble à quoi le béton mouillé? À du Perret, hein, tu vois, c'est magnifique, avec un peu de coquillage dedans pour donner un peu de rose, etc. C'est magnifique. T'as pas mal tourné, toi, ici au Havre. Quels sont tes bons souvenirs sur la scène havraise? Énormément de trucs, hein. Que ce soit des fêtes de la musique, que ce soit donc des trucs un peu plus rue. Sinon, des concerts au Tetris, même ma sortie d'album sous un chapiteau de cirque, là, on était dans le fort de Tourneville pendant
la Papaz m'avait passé pour ma release party. Plein de trucs assez atypiques. Je me rappelle aussi d'un live qu'on avait fait à la gare maritime avant qu'elle soit détruite. Un live qu'on avait fait j'étais avec Naman, Scars et tous les copains du reggae. On a joué au Carré des Docks, au Dock Océane. C'était pas le Carré des Docks, au Dock Océane. On avait fait un gros concert pareil avec Naman et les autres. On avait fait un LH Reggaeton XXL comme on faisait au Zénith de Rouen là. Ouais. Là, même les différents événements que j'ai pu faire avec le stade Océane. Ouais, t'as joué pour les 150 ans. Pour les 150 ans du club. Ouais. Donc toujours, tu vois, cette attache avec le Havre et les choses très havro-havraises, tu vois, que j'adore. Et comme les concerts aux saisons 2, les trucs à la Colombe, à l'Agora, tout ce qui est... L'Agora pour les plus anciens. Le cabaret électrique même. Et puis maintenant, plus rien. Ça n'existe même plus, quoi. Non, mais c'est pour ça, il y a énormément de souvenirs ici. Ça a été mes premières scènes. C'est encore je joue toujours ici. Ouais. Et c'est trop cool, quoi. C'est de mieux en mieux. Je me permets de rebondir sur... tu parlais de Naman, de Scar, de tous ces mecs-là avec qui tu travailles depuis quand même pas mal de temps. On parlait de l'aspect solidaire avant dans la musique. Par contre, avec ce crew-là... ça, c'est complètement différent parce que là, en fait, t'entames en fait, moi, le milieu du rap, j'y suis jamais vraiment été, en fait. Ouais. Ça a toujours été un milieu et un réseau qui m'a jamais vraiment trop ni accepté ni tendu la main, tu vois. J'ai toujours été très solo dans ce que je faisais, à part ces dernières années où j'ai été un petit peu plus proche de Medine et son équipe. Sinon, la vraie scène qui m'a offert mes premières scènes et là où j'ai eu un vrai réseau, un vrai public, et ça, c'est la scène du reggae. J'ai toujours été le rappeur des sons de système, quoi, tu vois. Et ça c'est toujours le cas, en fait. Tu vois, c'est toujours le cas, et c'est via Naman, Scars et autres, les gars de Face Cachée, tout ce crew, en fait, qui est We All, tu vois, les gars de Generation et tout ça. C'est avec eux que j'ai fait les plus belles choses, quoi. Naman t'a invité à l'Olympia, à Paris. Ouais, on a fait son premier Olympia, c'était magnifique, quoi. Et puis il l'a toujours fait avec les mêmes potes avec qui on faisait nos premières vidéos, nos premiers concerts sur Rouen. On était avec tout, on a repartagé des photos l'autre jour là. On a des têtes de Bézo, de ouf, on est dans des bars, on est à l'arrache et maintenant ça remplit des énormes salles, des zéniths, des grands festivals. Mais on a démarré vraiment on a vraiment fait le chemin type de, tu vois, des gens qui réussissent dans la musique, quoi. C'est-à-dire, d'abord, tu fais des concerts, t'en fais de plus en plus, tu fais des toutes petites salles, t'es pas payé, tu galères, tu dors peu, tu fais plein de trucs, c'est à l'arrache de ouf. Et à la fin, tu fais des sold out, Zénith de Paris, double Trianon, tu vois, des énormes salles comme ça, quoi. Dans ce groupe, il y a un peu Naman en tête d'affiche, bien sûr, ouais. qui vous emmène tous avec lui, et on sent que c'est une famille, quoi. Enfin, voilà, en tout cas en tant que spectateur, j'en ai pas souvent parlé avec toi, mais en tant que spectateur, avec les chansons We All que vous faites, on sent que vous vous marrez, quoi. Ah oui, mais il y a une vraie vibes, hein, comme pour utiliser les termes reggae. Non, il y a un vrai truc. Et c'est rare, hein, c'est vraiment rare parce que dans la musique, les amitiés, les trucs, ça peut vite se déchirer, tu vois, ce genre de choses. C'est très compliqué. Et surtout avec le temps, quoi. Tu vois, ça fait vraiment archi longtemps que ça a pas bougé. Ouais. Tu vois, aucune tension, il y a rien, il s'est jamais rien passé, c'est que du bon temps. Et c'est tu sais, on s'invite au mariage des uns des autres, quoi. Tu sais, on est grand maintenant, tu vois. C'est vraiment marrant, quoi. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai sentiment de famille. De frères, quoi, tu vois. Vraiment. Alors il y a eu We All 1, We All 2. Ouais, même là on a même fait, en gros, on a fait plusieurs collabs communes. Ouais. Et c'est vrai que le démarrage We All sur le début, c'était vraiment sur faire une sorte de freestyle un petit peu comme ça, bon enfant, où on est plein sur le son pour l'Olympia. Pour l'Olympia de Naman, pour annoncer son Olympia, quoi. Et un clip, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant, quoi. Le truc a plusieurs millions de vues. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais, je sais plus, on a peut-être 5-6 millions de vues, ce morceau. Ouais. Et on l'a sorti même pas 15 jours avant
avant l'Olympia. Ouais, je m'en souviens. Et on a clôturé l'Olympia tous ensemble sur scène avec ce freestyle-là. Et le public connaissait déjà le morceau. Et c'était un moment sur scène. Je me rappellerai toute ma vie, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Je t'ai jamais vu autant stressé avant un live. Ah bah oui, c'est l'Olympia. Oui, t'étais là ce soir-là. Ouais, j'étais là. Ah oui, je me rappelle, on s'est croisés au début et quand je suis reparti, je t'ai revu dans la fosse. Ouais. Exactement, ouais. Je t'ai croisé dans la fosse au départ et t'étais en regard fixe, quoi. Ah ouais, mais t'étais ailleurs. J'ai mis énormément de temps avant de ne plus vomir avant de monter sur scène, quoi. Ah bon ? Ça a été un vrai truc. Je me suis senti beaucoup moins seul. J'ai vu que Brel avait dit ça dans une interview. J'ai vu cette interview il y a longtemps, qui disait que c'était pour lui c'était inhumain de monter sur scène. C'est un truc, c'est pas normal. Et c'est un exercice qui te met encore mal à l'aise ? Plus maintenant, ça maintenant. y est. Plus du tout. Qu'est-ce qui est le déclic, ça a été quoi ? Le déclic, ça a été de voir qu'en fait ça se passait bien à chaque fois, quoi. Et que fallait que je me rassure sur ça, quoi. Mais t'y peux rien, quoi. Le track, il est exprimé par 20 000 manières. Il y a des mecs qui vont pisser toutes les 20 secondes. T'en as qui mangent de ouf, t'en as qui fument 50 clopes. Moi, ça se portait vraiment sur l'estomac et j'avais vraiment j'étais renoué, quoi, de ouf. Et donc, pour aller mieux, pour se dire, voilà, vas-y. Au pire, je mangeais pas, jamais, tu vois, le catering toujours en sortie de scène. Maintenant, je bouffe, je cherche tout bien, il y a aucun stress, c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est aussi question d'expérience, quoi. Bah oui. À force de le faire. Puis moi, c'est ce que j'allais dire. Je t'ai vu de nombreuses fois sur scène. J'ai jamais douté. Non, ça ne se voit pas. Ce qui se passait avant, parce que t'as toujours été quelqu'un de très bon sur scène. Après, je suis quelqu'un de très anxieux, très nerveux. Se voit peut-être pas parce que justement, je contrecarre avec beaucoup d'air. Je fais beaucoup de. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, maintenant, c'est ultra stressant comme truc. C'est un truc qui t'attrape. Le track, c'est un vrai. Mais ça passe au bout d'une chanson et demie ou à la moitié de ta première chanson, t'as déjà tout oublié. Après, t'as l'impression que ton live d'une heure il a duré que 10 minutes et une fois qu'il est terminé, t'es méga chaud. Tu me dis putain, ça y est, c'est fini là, c'est maintenant là, putain. C'est un gros shot d'adrénaline, quoi. De ouf. Puis c'est surtout beaucoup souvent c'est souvent beaucoup de préparation, c'est beaucoup de com, c'est beaucoup de répètes, c'est des machins pour un coup de feu qui dure pas si longtemps que ça. Tu stresses sur plein d'éléments. Est-ce qu'il y aura du monde ce soir ? Est-ce que le son il est bien ? Est-ce que je vais être en forme ? Est-ce que, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on va en penser ? Et finalement, ça joue super vite. C'est un peu comme le foot, tu vois, on parlait de ça, mais finalement, c'est des entraînements quasi quotidiens, des préparations mentales, physiques, nutritionnelles, de tout un tas de trucs de stratégie. Et puis après, c'est 2 fois 45 minutes où tu vas être complètement jugé sur ta presta, quoi. Tu vas louper le moindre contrôle, on va te dire, tu vois, il a pas sa place dans l'équipe, puis tu vas dire, putain, mais je joue bien toute l'année, je m'entraîne de ouf, là, le contrôle, je l'ai loupé, ça va, tu vois. Un peu comme une fausse note sur scène ou oublier son texte ou un truc comme ça, tu vois. Il est nul, tu vas dire, mais. On peut te juger sur scène aussi, forcément. On peut te juger aussi, t'es un artiste, donc par les albums que tu fais, par les projets. En parlant de projets, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un projet sans que tu parles du Havre. Ton dernier projet en date, Lima Hotel, volume 1, volume 2. Lima Hotel, LH. Voilà, c'est LH, ouais. Et entre Petit Artiste Local et Lima Hotel, j'avais fait un album qui s'appelait Franciscopolis. Que j'abatte justement, c'est un album qui n'est jamais sorti parce que c'est une décision que je regrette d'ailleurs. J'ai décidé de ne pas le sortir. C'est quand je venais juste de signer ou d'avoir cette proposition de signature chez Mind, qui est une branche de chez Dean Record. Comme du coup, ils n'avaient pas eu de direction artistique sur ce projet-là, ils l'assumaient pas et c'était une connerie, mais bon, je l'ai fait. Enfin, justement, je l'ai pas fait. J'ai pas sorti cet album. Mais justement, l'album Franciscopolis était vraiment basé sur chaque chanson
avait vraiment parlé soit de la reconstruction, soit du Havre de maintenant. Et puis Franciscopolis, ancien nom. Voilà, c'est un peu le nom. C'est la ville de François, quoi. C'est ce que ça veut dire. Et je m'appelle François, tout le monde m'appelle Francis. C'est quelque chose de. Je m'y sens, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui est logique et pas logique en même temps. Ça n'a rien à voir. Mais moi, en tout cas, dans ma tête, c'est logique, tu vois. Et donc tu disais, chaque chanson était censée avoir un rapport avec cette reconstruction. Exactement, tu vois, comme 2044, le morceau Franciscopolis. Il y avait Atlantide, non, aussi, de l'autre côté du globe. Atlantide, finalement, a fini sur Lima Hotel volume 1. Ouais. Mais qui était un morceau qui aurait pu faire partie exactement de ce projet-là s'il était sorti. J'oublie tout un tas de titres, mais ça. Mais du coup, ce projet, il est complètement aux oubliettes ou potentiellement il peut. Alors, s'il reste encore, il est peut-être dans un vieux disque dur quelque part. Il y a grave moyen peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment pour se dire. Puis après, Lima Hotel, LH. Donc il y a toujours ça, quoi. Là, par exemple, là, j'ai préparé j'ai deux albums qui sont prêts pour. Que je devrais sortir si je trouve un peu le temps, parce que j'ai très très peu de temps ces derniers temps avec ma nouvelle vie. Et donc ce sera Lima Hotel Volume X et pour un album de Francis. D'accord. Et un album de Def pour les 10 ans de petit artiste local. Voilà, donc l'album grand artiste local. D'accord. Pour la suite un petit peu de ce personnage-là, quoi. Quelque chose de complètement nouveau ou peut-être revenir sur des anciens trucs. Revenir à des basiques, quoi, tu vois, mais pas refaire, pas faire du old school pour du old school, quoi. C'est-à-dire que c'est l'état d'esprit, en tout cas l'état d'esprit d'un Def. Mais en mode grand artiste local, quoi. C'est intéressant aussi ce changement dans le naming et dans ta musique, parce que Francis et Def, c'est différent. C'est différent en termes de plein de choses, en termes de musique, en termes de visuel. Les clips sont pas du tout les mêmes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Francis regrette de Def ? Enfin, peut-être. Pas regrette, mais. En gros, les grandes différences, c'est justement. Def s'en foutait complètement de son apparence. Ouais. Disait tout ce qui lui passait par la tête. Ouais. Et Francis, un peu puis il y avait sa propre direction artistique, quoi, tu vois. Francis, c'est plus le fruit d'une parisianisation de Def, tu vois, à savoir maintenant beaucoup l'image, beaucoup l'apparence, essayer de plaire un petit peu à un public plus large. Ouais. Mais ça me plaît parce que c'est un exercice aussi. J'ai toujours aimé bosser artistiquement avec des contraintes. Moi, c'est moi qui me les imposais avant, en me disant, non, dans ce morceau-là, pas de rime en « et », dans ce truc-là, je vais parler que de ça, ou j'utiliserai ce flow-là, pas un autre. Et je trouve ça toujours sympa de bosser avec des contraintes. Donc j'ai joué le jeu. Là, j'avais suivi une direction artistique, un styliste, des chefs de projet, mon chargé de com, tout ça. Tu vois, il y a tout un tas de gens qui bossent pour toi. Où on te dit que eux ils ont la bonne réponse. Alors, sur les débuts, tu étais là, ouais, machin. Bon, tu te laisses porter. Puis tu dis, bon, écoute, s'ils pensent avoir la vraie formule, moi je vais jouer le jeu. Donc ça a été une sorte d'école en fait. J'ai trouvé ça cool. Et t'avais besoin de ça. Est-ce que t'étais arrivé au bout de Def ? Non, mais on m'avait laissé comprendre que il y a toujours une étape qu'il faut franchir pour passer à un autre step. Et je me suis laissé croire que c'était peut-être vrai. Ok. Et maintenant, avec du recul, je sais que en fait, il faut toujours faire exactement ce que toi tu penses. Faut vraiment aller au bout faut faire vraiment ce que t'es en fait, tu vois. Je pense que si moi ça a pris pour moi et que ça a marché à un moment, ça a été parce que c'était 100% moi qui proposais ça, et c'était ça en fait que les gens ont apprécié. Et c'était quel moment ça ? C'était vraiment tout Def du début, où vraiment les morceaux, c'était moi qui décidais quand la longueur qu'il faisait, la longueur de mes couplets, ce que je disais,
Enfin, il y avait rien de. Enfin, personne ne repassait derrière mes tableaux, tu vois. C'était hyper spontané. Ouais, voilà, tu vois. Là, maintenant, on dit, bah, tiens, tu vas peindre avec telle peinture, tu vas dessiner ça. Non, là, on fait un truc moins grand, voilà, oublie pas, signe à cet endroit-là. Alors qu'avant, je faisais totalement ce que je voulais. Et là, ça, c'est ce que j'ai repris maintenant avec ces 2 projets-là qui sortent, où il y a vraiment, c'est ma direction artistique. Et c'est aussi maintenant Francis, avec l'expérience qu'il a eue pour l'album de Francis, et Def avec aussi toute l'évolution qui va avec. Donc, Et c'est ça, là, vraiment, la direction là, que tu as envie de prendre dans un futur plutôt proche, te réapproprier un petit peu ouais, tout totalement. ça, Ouais. C'est en fait ma direction, c'est plus de direction extérieure, quoi. C'est vraiment que la mienne, quoi. Voilà. C'est pas mal, déjà. Bah ouais, j'ai toujours été très solo finalement Ouais. dans ma manière de procéder. Et bah, je vais reprendre ça, ouais. Ça me fait plaisir de ouf. On parlait d'évolution, hein. Tout à l'heure, on parlait d'évolution de la ville, on parlait d'évolution artistique. Et tu parlais justement de cette ville en perpétuelle évolution. Toi qui es dans le milieu de la culture depuis quand même plus de 15 ans maintenant, quel est ton regard sur l'évolution culturelle de la ville du Havre ? Bah, c'est une bonne question parce que en fait je trouve ça surprenant, mais en fait le Havre ça a toujours été un peu une page blanche en fait. Tout était à faire, tu vois. On avait une base, mais il y avait rien, tout était gris. Il y avait tout à construire en fait. Donc à chaque fois qu'un projet est fait, bah, il a sa place parce qu'il y a de la place en fait. Dès qu'il y a une œuvre d'art qui est posée quelque part, ça tombe bien parce qu'il y avait rien ici. Dès qu'un truc est refait, ou un trottoir ou un truc, ça tombe bien parce qu'il fallait le refaire en fait. Donc je trouve qu'il y a vraiment tu peux que lui faire du bien au Havre, tu vois. C'est une belle voiture qui était pleine de poussière. Et à chaque fois que tu laves le moindre carreau, que tu fais briller 2-3 jantes, tu te dis waouh, c'est trop beau en fait. C'était tellement été oublié, lâché. Il y a eu ce côté très un peu dernière ville communiste de France. Ouais. On a eu un côté très ouvrier, très gris, très noir, très rock en fait. Tu vois, c'était un peu ce truc-là, tu vois. Du rock, même il y avait du punk, il y avait un peu de tout ici, tu vois. T'es vraiment dans un truc très dur. Et là, bah, ils mettent un peu de couleur, ils mettent un peu de peinture, ils mettent un petit peu de trucs, plein d'events. En fait, il y a de la place. Donc, belle évolution. Toi qui as commencé dans les années 2000 un peu à te produire à droite à gauche, qui a commencé aussi à enregistrer, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que de se produire, que de proposer des choses ici, c'est peut-être un peu plus facile que quand tu as commencé? Ah bah carrément, déjà il y a beaucoup plus d'infrastructures. Et mon premier local de répète, c'était les anciens du fort de Tourneville. Ouais. Putain, c'était. J'ai répété là aussi. Tu vois, c'était tu un te peu mettais ghetto. des coups de jus sur les micros, c'était les faux plafonds et tout était éclaté, les murs étaient jaunes de clopes, ça sentait la bière et tout. Enfin, tu vois, maintenant tu vas dans un truc, il y a plein de structures qui te proposent ça, même le nouveau SEM, même les salles qu'il y a au Tetris, même après ce qu'il y a eu l'évolution du cabaret électrique qui a été aussi des premiers locaux un peu en centre-ville, qui étaient propres, neufs. Donc il y a plein maintenant plein de petits studios. Même je pense que la musique en général et la culture c'est beaucoup démocratisé avec le numérique, et que maintenant c'est vachement plus facile d'accès, d'organiser le moindre truc. Il y a plein de petites boîtes de com qui vont te proposer de faire des affiches, des actions de com, des trucs sur les réseaux, il y a des lieux pour recevoir maintenant. Il y a pas que 2 salles maintenant, il y en a plus. Il y a plus d'événements aussi. Il y a plus d'événements, il y a mais West Park, il y a Béton, il y a un été au Havre, tous ces trucs il y a complètement. Il y a 10-15 ans n'existaient pas du tout, quoi. Tous mes potes de Helios aussi dans la musique électronique. Helios, donc il y a vraiment plein. En fait, les gens ont compris qu'il y avait de la place pour faire des choses, et qu'il fallait pas se cantonner à il y a cette salle là pour faire du rap. Voilà, je veux faire du rap. Il y a une salle qui veut bien qu'il y ait du rap, une salle qui veut bien qu'il y ait du rock. Maintenant, tout s'est lissé. Il y a aussi beaucoup plus de gens qui se lancent. Ça leur paraît vachement moins impossible, tu vois, de se lancer dans un truc. Tu vois, il y a des gens qui font de la peinture ou de la danse ou des trucs qui se lancent, qui vont au bout de leur truc, tu vois. Et parce que ça, l'exemple de réussite des uns et des autres, qui ont été un peu pionniers dans ce truc-là, donne de la force aux gens qui ont envie de se lancer maintenant. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de jeunes moi, quand j'ai démarré le rap,
Oui. Si on était Une dizaine. si ouais. vraiment on était 10 au Havre, Ouais, max, c'est une clair. fois qu'on s'était tous réunis, il y avait pas 11 rappeurs, quoi. On était 10. Maintenant, il y en a 10 par quartier, quoi, tu vois. Moi, j'étais le seul mec de mon lycée à faire du rap, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait pas un autre mec dans le lycée qui faisait du rap. Sur un lycée complet, tu vois. Maintenant, bah, t'en as 2-3 par classe qui font du son, qui ont des Insta, Snap et compagnie. Clairement, t'étais le seul, en tout cas, de notre génération Mhm. à ce moment-là. Complètement, ouais. Que je connaissais personnellement, mais c'est vrai que dans les lycées, quand on regroupait les trois grands lycées du Havre, François 1er, Porto, Claude Monet, bon, il n'y avait pas grand monde, quoi. Bah non. Et donc, moi, je me rends compte aussi de ça, c'est que maintenant, les gens se lancent vraiment, se lancent plus. En plus, on l'envie, quoi. Et je pense que c'est peut-être que la ville et les choses font que c'est un peu déclencheur. Et puis, voir qu'il y a des structures et que ça recherche et tout. Effectivement, tu parles de la ville. Moi, de l'extérieur, j'habite plus au Havre depuis 10 ans maintenant. À chaque fois que je rentre à la maison, j'ai l'impression que il y a des nouveaux trucs. Tu vois, à chaque fois, il y a un gars qui va me dire putain, t'es allé voir là-bas, il y a machin qui a monté ce truc-là. Est-ce que t'as l'impression aussi, toi qui vis au Havre actuellement, est-ce que t'as l'impression que la ville est hyper open, quoi? Tu vois, genre en mode mais venez proposer des trucs chez nous, quoi. Tu parlais de cette place, cette page blanche à remplir. Bah, c'est ça. Après, il y a toujours un petit peu toujours cette mentalité qui traîne parce qu'on est toujours sur les mêmes gens qui sont à la direction de ces choses-là et qui sont aussi qui demanderaient peut-être un peu de jeunesse, un peu une vision un petit peu moins à l'ancienne, tu vois, dans la manière de fonctionner. Donc après, je dis pas, ce sont des gens d'expérience qui sont à des postes qui sont importants, mais je pense qu'il faut laisser la place à la jeunesse, à toutes les initiatives qui peuvent être prises. Et c'est quand même assez fait au Havre. Hein. Je dis ça, je vise absolument personne. Mais ça pourrait être mieux, tu vois. C'est ça en fait que j'ai envie de te dire. Ça peut toujours être mieux. Bien sûr. Ça pourrait être encore mieux. Mais c'est déjà bien qu'il y ait des élans, qu'il y ait des choses. Il y a vraiment un sentiment de vouloir, je sais pas si le terme est bien, mais de vouloir culturer la ville tout le temps, quoi. Tu vois, de vouloir toujours proposer quelque chose, des events, que ce soit du visuel, du sonore. Il y a une esthétique aussi qui a été refaite au Havre, tu vois. C'était très, très, très important pour donner envie, en fait. Et je pense que maintenant, la ville, elle donne envie. Bien sûr. Et petit à petit, ça va prendre. Comme on parlait de, elle est encore en train de se construire. Elle est encore en train de se reconstruire. Tout est à faire ici. Là, c'est une ville on a fêté les 300 ans du Havre. Les 500 ans. C'est les 500 ans, pardon. Mais en gros, on a il n'y a pas 500 ans d'histoire en fait. On est déjà reparti d'une page blanche depuis 44, quoi. Donc ça fait moins de 100 ans de culture, de choses, de traces en fait qui peuvent rester vraiment de nouvelles générations, quoi. Alors moi, ne vivant plus au Havre, je sens déjà que le regard sur la ville a changé. Oui. Complètement. Est-ce que toi aussi, toi qui vis au Havre, est-ce que tu sens que les Havrais eux-mêmes ont changé de regard sur leur propre ville ? Bien sûr, et puis même on a aussi toute une génération de gens qui font plus attention à eux, à leur apparence, à la manière de... C'est beaucoup moins roots qu'avant. Et moi, ça me fait halluciner. Tous les lieux, c'est plein partout, en fait. Tu vois. Partout où tu vas, dans n'importe quel rad, dans n'importe quel truc, c'est plein. Il y a un event au Tetris, c'est plein. Il y a un truc au Magic, c'est plein. Les gens se déplacent. Les gens ont des réflexes maintenant de sortie. Avant, on était vachement chez les uns, chez les autres. C'est vrai. On avait des grands lieux de réunion, tu vois, où tu avais plein de gens qui se connaissaient pas. Genre, tu sais, on pouvait se poser à l'hôtel de ville, au volcan ou à la plage. Maintenant, toute la ville est remplie de partout. Je trouve c'est aussi devenu beaucoup plus. C'est très étudiant. Parce qu'il y a énormément d'écoles qui sont. Il y a plein d'écoles. J'ai vu que là, il y avait même première année de médecine qui est possible au Havre maintenant depuis soit cette année ou va être disponible l'année prochaine. Enfin, en tout cas, j'ai entendu ça. On a. Et puis le but aussi des écoles, enfin le but de la ville, c'est aussi de recentrer les écoles dans un même quartier, plutôt quartier de l'Eure, à côté de la fac, c'est pour ça. vraiment créer proche un truc, gare en fait, tu vois.
proche de la gare et ça se voit. Il y a Sciences Po, il y a tu peux faire t'as le MN, t'as l'école de marine, t'as la marine marchande, t'as tout en fait. Tu peux vraiment peux venir au Havre pour étudier et sans être loin. T'es vraiment à côté de Paris en fait. Donc t'es dans un lieu où t'as vraiment aussi une qualité de vie au Havre qui a vraiment changé quoi. Tu vois, c'est plus comme avant quoi. Bon mon Francis, on arrive à la fin. Il y a une petite tradition que j'ai instaurée depuis le dernier épisode, mais c'était le premier, donc je vais essayer de perdurer ce truc-là. Allons-y. Une question vraiment où tu peux te laisser vraiment divaguer, qui est un peu compliquée, un peu ouverte. Allez. On en a forcément un peu parlé pendant toute cette discussion, mais la dernière question de ce podcast sera, mon cher Francis, pour toi, personnellement, professionnellement, Le Havre, ça représente quoi ? C'est ma maison, quoi. C'est tout. C'est ma maison, c'est mon jardin, c'est chez moi, en fait, tout simplement. Franciscopolis, c'est moi, quoi. Voilà. Bah écoute, merci mon Francis. Non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ce deuxième épisode dans le pot de yaourt. Voilà, c'est le nom du podcast, je l'avais même pas dit en début de... C'est clair, on savait même pas où on mettait les pieds, quoi. Dans le pot de yaourt. On a mis les pieds dans le pot de yaourt. Voilà. Nickel. Bah écoute, merci mon Francis, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast dans le pot de yaourt. À bientôt. Merci, salut. Ciao.